Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a été enregistré en décembre 2024. Il ne fait pas partie de la matrescence puisqu'il a été diffusé originellement sur le podcast Potentiel, qui est le podcast de Élodie Crépel, qui est une spécialiste de la haute sensibilité, du HPI, du TDAH, ou en tout cas voilà, de tous les atypies que l'on peut retrouver dans ce monde. J'ai parlé de mon parcours pendant 1 heure. J'ai raconté un petit peu comment je suis arrivée à découvrir mon TDAH et mon HPI. Vous m'avez énormément posé de questions sur tous ces sujets-là. Et bien, j'y réponds au micro d'Élodie. Je vous souhaite une très très belle écoute. Coucou Clémentine, bienvenue dans le podcast Potentiel. Je suis trop contente que tu aies accepté cette invitation parce que je te sais très 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 occupée. Donc un grand merci à toi. Merci beaucoup, Élodie. Je suis ravie d'être dans ton podcast et d'échanger ma place. Ah oui, ça me met la pression, comme je te disais en off, interviewer une journaliste, je trouve que c'est toujours un peu compliqué parce que moi, c'est pas du tout mon métier. Donc, merci d'être complaisante à mon égard. T'inquiète, je suis sûre que ça va être parfait. J'ai pour habitude de présenter mes invités, donc c'est le moment où je te passe de la pommade, mais surtout parce que ça permet à mes auditeurs de comprendre pourquoi j'ai fait ce choix qui n'est jamais lié au hasard. Alors, j'ai fait une petite recherche. Et il y a des choses que je ne savais pas sur toi. Non, rien de bien secret, bien sûr. Mais en tout cas, je connaissais pas autant tes multiples facettes. Donc, je te savais journaliste, spécialisée notamment dans le sport, podcasteuse. Mais alors, ce que j'ai découvert, c'est que tu n'as pas que le podcast sur la matrescence, donc sur la parentalité. Il y a sur les parcours sportifs, c'est Spotlight, si je ne me trompe pas. Mais aussi sur l'immobilier, avec Imhotep, ou Imhotep, je ne sais pas comment tu prononces. Il y a 36 chandelles aussi sur la prévention dans le rugby. D'accord? Mais tu es également prof de yoga pré- et post-natal et maman de 3 filles. Et la première question que je me pose, c'est quand est-ce que Clémentine dort? Est-ce qu'elle dort avec tout ce qu'elle fait? Là, tu as cité des choses que je ne fais plus. Donc, c'est sûr Ah, mais t'en as qu'il fait y a des... beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Mm. Quand est-ce que je dors? Quand mes enfants veulent bien me laisser dormir, tu Ouais, vois. réalité, ouais, c'est vrai. Avant d'avoir des enfants, je ne sais pas pourquoi je me plaignais d'être si fatiguée. On est J'avais une vie d'accord. intense, hein. J'avais vraiment une vie intense, mais c'est-à-dire qu'au moins je dormais entre 2 heures et 4 heures ou 5 heures du matin. Mm. Je n'étais pas réveillée de cette manière-là. Donc autant te dire que j'ai lutté ces dernières années, c'était très dur, mais tout ce dont tu as parlé a eu tendance à être très réduit cette dernière année, notamment. Maintenant, je fais quasiment plus que le podcast La Matrescence. Le Spotlight, je l'ai arrêté avant la pandémie. Imhotep, c'était pendant quelques semaines que je l'ai fait avec un partenaire. 36 chandelles, c'est pareil. Donc, et le yoga, je me suis formée et je n'ai pas le temps de donner des cours. Je le fais pendant... Moi, je fais des retraites avec des gens que j'accueille, mais sinon, je pourrais pas remplir mes journées avec tout ça si je le voulais, c'est pas possible. Mais ça veut dire que tu as quand même plusieurs passions, et c'est ça qui est intéressant, qui sont différentes et à la fois qu'on peut effectivement remettre un petit peu ensemble. Mais est-ce que toi, tu te considères comme une personne hyper et multipassionnée? Oui, tout à fait.
Il y a un terme aux US, là, des entrepreneurs multi-passionate, et je me retrouve vraiment là-dedans parce que j'ai du mal à rentrer dans une case. J'ai fait un grand écart entre être journaliste dans le monde du sport, où j'évolue avec 90% d'hommes, à être journaliste et fondatrice d'un média, d'un podcast, La Matrescence, qui s'adresse principalement aux femmes. Même s'il y a des passerelles, même si on peut faire des liens entre les deux mondes, parfois j'ai vraiment l'impression d'être deux personnes différentes, tu vois. C'est une dichotomie qui est assez forte. Et je crois que sinon je m'ennuie si j'ai pas plusieurs passions, plusieurs choses qui m'intéressent. Je peux très vite me passionner pour quelque chose, très vite m'éteindre, ça peut vite me passer, mais quand je suis à fond dans quelque chose. Ça, c'est depuis toute petite. Oui, ouais. T'as des exemples comme ça qui te reviennent quand tu étais enfant? Moi, je donne souvent cet exemple, mais tu sais, des activités extrascolaires qui fait qu'on en change chaque année, on va en faire plusieurs chaque année, et les parents s'inquiètent en disant, mais pourquoi tu restes pas sur une activité? Pourquoi tu maintiens pas cette activité? Et qui interprètent ça comme, oh ben ça y est, c'est difficile, elle se lasse, elle a pas, tu sais, cette envie de faire mieux, alors que c'est tout simplement que tu as envie de faire 1000 choses en une, quoi. Petite, oui, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment et soutenue et encouragée, qui n'ont jamais été jugeants de quoi que ce soit sur mon comportement. Donc oui, j'ai fait du hockey sur glace, j'ai fait du judo. Et après, j'ai trouvé le sport qui vraiment m'allait, c'est que j'ai fait de l'athlétisme. Et l'athlétisme est un sport aux mille facettes. On ne peut pas s'ennuyer, on peut choisir plein de disciplines différentes. Et je pense que c'est ce qui était adapté à ma façon de voir la vie. Et surtout, j'ai eu, moi, une révélation aux États-Unis. Donc, je suis partie aux États-Unis quand j'avais 17-18 ans pour faire ma terminale là-bas. Et là-bas, le sport, donc c'est obligatoire. Et surtout, tu changes tous les trimestres. C'est-à-dire, tu commences par le sport de l'été, de l'automne, le sport de l'hiver, le sport du printemps. Donc, tu ne peux pas faire comme nous, on fait en France, un sport pendant une année, donc t'ennuyer et être dans la redondance. Là-bas, c'est très bien fait pour les TDAH. Alors, on va en parler justement, parce que quand je t'ai dit, est-ce que le monde des atypies, ça te parle? Est-ce que tu as envie d'en parler? Tu m'as dit, mais oui, carrément. Alors, est-ce que tu es une personne atypique? Comment tu les as découvertes? Quelles sont tes atypies? Dis-nous tout. Ben, ça fait pas longtemps, hein. Tu m'aurais demandé ça il y a moins d'un an, je t'aurais dit, mais pas du tout, ça ne me Ah, concerne absolument pas, je vois pas de quoi tu parles. Et il y a un an tout pile, je suis des entrepreneuses américaines qui ont exactement le même profil que moi. On n'est pas beaucoup dans le monde à faire ce que je fais de la manière dont je le fais, qui ont des parcours aussi un peu similaires aux miens. Et ces femmes-là, donc il y en a trois, quatre américaines, toutes ont un TDAH. Donc on dit ADHD ouais. en anglais. Et mais c'est bizarre quand même, mais vraiment, à force qu'elles en parlent dans leur podcast, qu'elles en parlent vraiment dans voilà, au quotidien sur leurs réseaux sociaux, je me disais, franchement, j'ai le même profil qu'elles. Si elles parlent de ça, je vais quand même regarder parce que ça se trouve, il y a un lien. Vraiment, c'est comme ça, hein, c'est de l'influence. Enfin, je me suis fait influencer à me dire, il y a peut-être une Ouais. correspondance. Mais pour moi, j'avais vraiment cette image du TDAH, du petit garçon qui bouge partout, qui ne tient Mhm. pas en place et qui est en difficulté en fait. Et j'ai jamais eu de difficulté à l'école. J'ai adoré l'école. Enfin, en tout cas, à l'école primaire, tout ça, le collège, j'étais très forte dans certaines matières, très, très, très nulle dans d'autres. Mais je m'en suis sortie haut la main. Je faisais jamais mes devoirs. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses qui font que moi, j'ai eu une belle expérience à l'école. Donc, j'arrivais pas, tu vois, à associer ce trouble à mon expérience. Et donc, quand elles ont commencé à en parler, à donner les symptômes, j'étais là, ok, par contre, ça me parle. Donc, j'ai regardé les symptômes pour les femmes, parce Oui, que j'ai compris que pour le exactement. TDAH, il y avait vraiment une différenciation en fonction du genre. Et donc, j'en ai parlé à ma psy après les vacances de Noël, il y a un an, et elle me dit, ben, franchement, le TDAH, je ne suis pas formée, je ne saurais pas vous dire, je ne pense pas comme ça de prime abord. Elle me dit, en revanche, pour moi, j'ai toujours enfin, j'ai toujours pensé que vous étiez HPI. Alors là, moi, j'ai dit, pardon. Enfin, non, je me suis jamais. Enfin, je me suis toujours vue intelligente dans le sens où mes parents m'ont donné beaucoup, beaucoup de confiance et j'ai quand même une carrière assez hors norme. Donc, je peux pas ne pas dire que je sais que je suis intelligente, mais il y a une différence pour moi avec les gens HPI qui, pour moi, sont forts dans les sciences, ce que je n'étais Ouais. pas. Et donc, elle me dit, mais bon, comme vous alliez très très mal, je voyais, ça ne servait à rien que je vous dise ça, puisque ça vous aurait pas aidé. Elle dit, mais là, vu que vous m'en parlez, moi, elle me dit, je pense que vous devriez vous faire tester. Donc, je suis allée, elle m'a recommandé une neuropsy à Bordeaux. Donc, j'ai commencé les tests l'année dernière, enfin cette année, là, en février-mars.
Et là, ça a été la révélation. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'atypies. C'est trop bien. Merci, merci d'en parler. Alors, est-ce que tu es à l'aise pour les dire ou pas? Parce que ça, ouais, super. Parce que je me rends compte, moi, quand j'ai voulu justement trouver des femmes sur le TH, j'ai trouvé, sur les 10, j'ai trouvé, sur effectivement l'hypersensibilité, j'ai trouvé. Mais quand il s'agit HPI voire THPI, les femmes, c'est difficile. Clairement. Alors, j'y suis allée pour surtout le TDAH. Vraiment, c'est parce que je voyais les conséquences sur ma vie de tous les jours. Mm. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique, très désorganisé, qui procrastine à mort, qui est sous pression à cause de ça, Enfin, ça me gêne dans ma vie de tous les jours quand même, ces traits-là de ce trouble. Donc j'avais envie de savoir si c'était vraiment moi qui étais problématique ou voilà, j'avais un trouble et il fallait que je travaille avec et ça aurait quand même soulagé beaucoup de choses. Donc quand je suis allée voir le neuropsy, elle me dit, vu votre profil, déjà, enfin, je peux vous proposer que le TDAH, mais je crois que ça serait bien de faire toutes les Un bilan activités. complet. Un Oui, bilan complet. Alors, ça coûte de l'argent, hein, clairement, c'est un évidemment. investissement, parce que je ne suis pas allée en structure hospitalière où il y a beaucoup d'attentes. Mm. Donc, je lui dis, bah, oui, oui, autant que je sois là, autant faut tout faire, quoi. Je veux dire, j'ai 36 ans, allons-y. Et donc, on a fait tu connais les entretiens, donc on fait un premier entretien où elle pose plein de questions. Elle me dit, bon, déjà, je vais vous expliquer, vous êtes journaliste. Déjà, ça m'indique beaucoup de choses sur vous. Vous avez un TDAH. Elle dit, ce sont des professions qui sont Ouais. toutes liées au TDAH. Donc, j'ai raconté ma vie, tout ça, comment je me sentais. On a fait des questionnaires, vraiment juste des questionnaires pour elle ait une Mm. vision de comment je fonctionne ma vie. Et donc, après, on a planifié le test. Comment c'était très très dur. C'est dur parce que ça dure 4 heures et qu'il faut une attention que je n'ai pas. Oui. Et surtout, je me suis retrouvée à me dire, ouais, il y a des trucs, j'ai vraiment galéré. Et d'autres, je suis sûre que mais je l'ai défoncé. Enfin, c'était trop facile. Et c'était très très drôle parce que à la restitution du test, je dis, mais comment ça, j'ai raté là, je comprends pas. Je suis sûre que. Elle me dit, mais c'est pas que vous avez raté. C'est que vous ne lisez pas la consigne jusqu'au bout. Vous allez beaucoup trop vite. Du coup, eh ben, ça marche pas parce que vous n'avez pas respecté. Je sais Le comment fameux ça. hors-sujet quand on était jeune. Ouais, voilà, des hors-sujets, voilà. J'ai eu 5 en philo, coef 9. Hein. Ah Moi, ouais. j'étais. Aïe. Ça m'a plombé ma note finale. Mais je disais, mais comment ça? Je dis, mais moi, ça m'énerve quand ça va pas assez vite. Je déteste les Mm. trucs lents. Je comprends tout très vite. Donc, il faut que ça aille vite. Sauf que, ben non, dans son test, c'est fait exprès pour voir à quel point on est capable de Exactement. maîtriser l'impulsivité, tout ça. Et donc, ça m'a vachement marqué de me dire, en fait, je me tire une balle dans le pied sur certaines choses Mm. parce que c'est pas que je ne sais pas faire, c'est que je vais trop vite et que du coup, ça me pénalise. Donc, pour moi, ça m'a vraiment marqué ça. Et donc, j'ai eu le résultat. Et donc, le résultat, c'est que j'ai un trouble du déficit de l'attention et l'impulsivité, clairement, que je sais très bien le masquer, puisque mon Mm. mari a a répondu au questionnaire et lui, il a dit que tout allait bien. Et là, un petit peu, il y a un soit votre Alors, mari. masquer, je dirais plutôt compenser. Du coup, tu sais très bien le compenser. Je l'ai compensé à mort à la maison, sauf la partie bordel, tout ça, même si je me suis améliorée, mais surtout le reste, j'ai Attends, vraiment en off, compensé. vous n'avez pas vu juste avant, mais effectivement, Clémentine a rangé tout son bordel pour pas qu'on voit la vidéo. Et encore, tu vois pas mon bureau. Donc, oui, je tiens à le dire, effectivement. C'est exactement ça. Et en fait, ouais, mon mari, il a pas trop. Enfin, je pense que je compense tellement qu'il s'est jamais vraiment rendu compte de mes difficultés de cette manière-là. Ou alors, c'est des choses qu'il me reproche en pensant que c'est moi qui suis chiante. Enfin, Ouais. sur l'impulsivité notamment. Donc, il a eu du mal à cerner que ça pouvait être un trouble au final. Mm. Et donc j'ai ça, le TDAH. Et après, sur le HPI, donc oui, je suis, mais de ce qu'on appelle le Profil hétérogène. hétérogène. Mm. Voilà, parce que j'ai un TDAH, donc je score très Exactement. haut en verbal et très haut en vitesse de Bon. traitement de l'information, donc plus de 130, mais je score à 110, 115 sur la mémoire. Alors autant te Mm. dire que sur la mémoire, j'ai fait ce test en mars dernier, je ne dormais toujours pas la nuit. Donc en fait, je pense que Ça même joue, si je le faisais aujourd'hui, je pense que mon score serait plus haut, juste pour bien ça. sûr. Et puis J'étais dans toi-même, le tu sais brouillard. que sur les premières années après bébé, on n'a pas aussi les mêmes compétences. Ah non, mais là, enfin, franchement, c'était pas possible pour moi d'arriver à aller accéder à certaines infos dans mon cerveau. C'était mort. J'étais trop Mais fatiguée. tu vois, je vais faire un zoom. Tu me permets de faire un petit zoom en disant d'où l'importance de bien choisir le professionnel. Parce que comme tu disais, tu avais vu une première psychologue dont c'était pas en fait sa Non. spécialité. Et c'est normal, chaque psy a sa spécialité. Et c'est important d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé parce que justement, elle t'a fait faire un bilan
totale et donc elle a une lecture beaucoup plus globale de comment tu fonctionnes. Et ça, avec quelqu'un qui n'est pas spécialisé, elle serait totalement passée à côté en fait. Elle t'aurait dit, bah, il n'y a pas de HPI, point, tu vois, alors que ça se passe pas du tout comme ça en vrai. Non, non, surtout qu'elle elle avait tout à fait conscience de ma situation. Elle Mm. sait, avec mes enfants, tout ça. Et elle m'a dit que c'est très classique, mon profil des Ah, carrément. TDAH sur le HPI, que c'est aussi pour ça que c'est passé à la trappe pendant autant d'années, c'est que j'ai des capacités réelles qui font que je m'en suis sortie haut la main et que ça n'a pas pénalisé ma scolarité. Oui, Euh, et donc, elle dit, bon, aussi, tu es journaliste, donc le verbal, dans les professions comme ça, vous scorez toujours très haut. la Tu vois, je développement. score, en gros, sur 100, je suis à 99, donc il y a une personne devant moi sur ma capacité de compréhension en verbal. Euh, mais sur l'impulsivité, forcément, ça a un impact mes tests. Donc c'était très intéressant et c'était en fait... et donc je suis aussi... j'ai une haute sensibilité, du coup. Donc ça, par contre, ça a été un gros... T'as été une- surprise? Ouais. C'est vrai? Mhm. Ah ouais, Ouais. d'accord. Je me suis jamais ressentie comme hypersensible, enfin hautement sensible. Et en fait, c'est en lisant la description elle me dit si, vous êtes totalement, vous scorez vraiment haut dans l'hypersensibilité. Je dis, mais moi, j'ai l'impression d'avoir une très grande compréhension émotionnelle des gens. Bah, je pense que mon podcast, c'est ça, hein, c'est que Ouais. j'arrive vraiment à. L'intelligence émotionnelle, mais Voilà, j'ai une forcément. intelligence émotionnelle. Mais tu te disais pas forcément que c'était de l'hypersensibilité, parce que c'est bien deux choses différentes. Donc effectivement, et je fais juste une parenthèse, le cliché qu'on a effectivement de l'enfant TDAH, c'est souvent la personne qui a un TDAH sans HPI. Là où toi, quand on a plusieurs atypies, c'est beaucoup plus complexe parce que justement, bah, il y a une compensation qui fait que oui, t'as pas eu euh, des difficultés, mais tu aurais pu. En fait, déjà en avoir, si tu rajoutes en plus des troubles 10 par exemple, parce que niveau verbal, ça aurait fait chuter par exemple, encore plus. Et donc, on n'aurait peut-être pas vu le HPI alors qu'il était. Donc, je dis ça parce que pour les auditeurs qui savent pas, c'est pas totalement faux les préjugés et les idées reçues qu'on a sur le TDAH ou sur l'HPI. Il y a des HPI qui sont très bons scientifiquement, mais d'autres qui ne sont pas bons scientifiquement non plus. Et merci d'apporter cette vision-là. Ah, bah, moi, clairement, je suis nulle. Tu vois, le travail de mémorisation, c'est quand même un gros travail sur les chiffres et tout. C'est quelque chose qui est difficile pour moi et qui m'agace. Et tu vois, dans le test, cette très longue séquence de plus de 16 minutes Oui, où tu dois biper ah, quand il y a des formes qui se ouais. suivent. Oh, je lui dis, franchement, j'ai envie. Je lui disais, elle rigolait, elle me voyait. Je dis, j'ai envie de mourir là, vous, ça me rend ouf ce truc, c'est insupportable. Franchement, je dis, je vais au bout parce que voilà, je m'accroche et que je suis résiliente, mais franchement, c'était vraiment très difficile pour moi de y arriver. Et à côté, bizarrement, j'ai pas fait trop d'erreurs sur ça Hmm. parce que je pense que j'étais en lutte, donc j'ai fait attention, même si, bon, mon attention sur la fin, elle n'arrivait plus. J'ai été mauvaise, enfin, j'ai mal scoré sur des choses où je sais que j'étais sans problème, c'était facile, parce que trop d'impulsivité. Donc ça, c'était drôle. Et la partie qui m'a le plus étonnée au final, c'est de découvrir que tout ça, ça peut être héréditaire. Parce que du coup, ça Ah, te fait regarder au-dessus de toi, tes parents, et ouais. ça te fait regarder en dessous de toi, tes enfants. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui va avoir le plus gros impact dans ma vie. Alors j'allais t'en parler parce que c'est assez rare d'avoir un parcours comme le tien. En général, les femmes qui se découvrent justement atypiques sur le tard, c'est parce que en fait, sont leurs enfants, tu vois, qui leur ont mis sur la voie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles se sont interrogées sur leurs enfants, elles ont fait tester leurs enfants, et en fait, le psy dit, et vous, tu vois, et fait, bah moi. Et souvent, le réflexe des mères, c'est moi non, mais peut-être le papa. Tu vois, c'est vraiment un déni jusqu'au bout. Et donc, c'est assez rare d'avoir ton parcours parce que, en général, les mères se découvrent atypiques à travers leurs enfants, en fait. Toi, ça va être un peu l'inverse. Mhm. Et est-ce que maintenant, la vision que tu as de certaines particularités de tes filles, puisque je rappelle, tu as trois filles, est-ce que tu les vois différemment maintenant? Après, ce qui est difficile, c'est de pas biaiser son regard. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait mettre ses lunettes et faire confirmer en permanence que Mm. ah bah ça, c'est sûr, c'est ça. C'est une évidence. Donc je fais assez attention, même si je me dis bon bah sur mes trois filles, il y en aura quasi sûr une qui a un TDAH. Comment est-ce qu'il va s'exprimer? Elles sont petites encore, hein, donc voilà. L'hypersensible, enfin la haute sensibilité. Clairement, je sais laquelle là. Vraiment, j'ai une de mes filles, elle fonctionne complètement différemment des autres. J'arrive pas encore à dire quelle atypie elle peut avoir. Ma psy, elle l'a vue, elle m'a dit pour moi, elle est petite, mais ça sert à rien de la faire tester ou quoi que ce soit. Elle me dit pour moi, elle est HPI et enfin, elle est vraiment. C'est l'avantage d'avoir plusieurs enfants, c'est qu'on voit quand même les C'est vrai. fonctionnements.
Donc on peut se dire, ok, quand même, elle a un mode de fonctionnement qui est pas comme les autres, qui répond pas de la même manière et qui du coup est plus difficile aussi à gérer parce qu'il faut comprendre le mode d'emploi et ça c'est très intense d'y arriver, surtout quand soi-même on galère. Bah, tu viens de le découvrir chez toi, donc forcément, ça prend encore un peu de Exactement. temps. Mais moi, je t'avoue que quand j'ai découvert, j'ai beaucoup pleuré, hein. Hmm. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un poids sur les épaules qui s'enlève parce que quand on a une atypie, en fait, on s'est senti toute sa vie différente. Je me suis sentie toute ma vie différente. Je le savais, je sais que j'étais différente. Je veux dire, j'étais petite, ça ne m'intéressait pas les enfants. Je passais ma vie à côté des adultes, à les regarder comme ça et à écouter ce qu'ils disaient. Je m'ennuyais très vite avec les enfants. J'étais toujours un peu en retrait du groupe. J'aimais ça, mais vite, ça me saoulait. Enfin, j'interagissais un peu différemment. Et c'est bizarre quand on est enfant de se sentir comme ça. Et pourtant, je suis quelqu'un d'hyper sociable, qui est une grande leader, donc je fitais bien dans le groupe. J'ai jamais été harcelée, j'ai jamais eu de soucis à cause de ça. En tout cas, pas dans l'enfance ou la préadolescence. À l'adolescence, les gens voyaient sûrement que j'étais un peu différente, que je m'en sortais très bien. Tu vois, au lycée, ça m'a causé un peu de... Des Je faisais jalousies, jamais de rivalités, devoirs. des choses un petit peu compliquées. Euh, Tu vois, quand t'es quelqu'un qui fait jamais tes devoirs, qui a toujours des bonnes notes, Hmm. moi, j'ai aucune honte à participer en classe. Je pense que ça, je le dois beaucoup à mes parents qui m'ont toujours validé, toujours donné confiance, toujours dit que c'était OK d'être qui j'étais, en fait, et qu'il n'y avait pas de soucis. Donc, j'ai jamais eu honte d'être comme ça, d'être très curieuse, d'être... Moi, j'étais la première de la classe. J'étais jamais la première de la classe, mais j'étais la relou devant au premier rang qui lève la main Il pose 36 000 questions là. et qui sait tout avant tout le monde. Vraiment, Ouais. j'étais un peu insupportable, je sais, hein, Et les profs, est-ce que ça t'a jamais porté préjudice auprès de certains profs? Parce que je sais que les enfants HPI, souvent, ben, tu sais, parce qu'ils ont une autre manière de voir l'enfant et ils pensent qu'on remet en question leur autorité et donc ils apprécient pas qu'on leur dise s'il y a un petit truc ou quelque chose comme ça. Et, ou même juste, des fois, juste dans le regard, on peut mettre mal à l'aise, en fait. Il y a les enfants HPI dans le regard. Puis on va poser la question qui, ah, tu vois, est-ce que t'as jamais eu ça? Je pense que j'ai eu énormément de chance, j'ai eu des profs incroyables. Ah, Franchement, moi j'ai aimé l'école, mais plus que tout, c'était vraiment, j'étais bien dans cet espace-là. Et j'ai pas eu la sensation que ça a gêné les profs pour plusieurs raisons. C'est que je suis une fille quand même, donc je pense que j'avais intégré que socialement, il fallait s'adapter et compenser et donc pas déranger la classe. Je pense pas que je dérangeais la classe. Je pense qu'il fallait me recadrer pour que je laisse parler les autres. Ça, clairement, faut pas que tu c'était un prennes trop de problème. place. Voilà, je prenais de la place. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, je sais qu'ils appréciaient que j'emmenais la classe. J'étais plutôt positive. J'étais dans une dynamique positive. J'ai eu, en tout cas en primaire, des profs qui adoraient le sport, qui m'ont beaucoup amené au sport. Donc, ça correspondait très bien à mon profil. Et après, au collège, clairement, dès qu'on est passé sur des thèmes que je détestais, scientifiques, clairement, bon, voilà, je faisais zéro effort. Mais je perturbais pas la classe, en fait. J'écoutais juste pas et j'étais pas Hmm. présente. Je pense que au contraire, les profs aimaient ma participation parce que j'étais pas dans le défi de l'autorité ou à essayer de dire je sais mieux que vous. J'étais vraiment dans cette collaboration avec l'adulte. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'était une pièce de ton puzzle supplémentaire, le fait de savoir ça? Et en quoi ça a pu changer maintenant ta manière de te voir ou d'appréhender les choses dans ta vie personnelle et professionnelle? Quand je dis que j'ai beaucoup pleuré quand j'ai eu le diagnostic, quelques jours après, on était en thérapie de couple avec mon mari. Et c'est là où je pense que j'ai le plus pleuré parce que les gens n'en soupçonnent pas à quel point ça a un impact dans la vie personnelle. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Je sais aussi que le TDAH est beaucoup lié aux hormones. Donc, quand on a enchaîné 3 enfants en 4 ans comme moi, bah, ça m'a beaucoup mise en difficulté sur énormément d'aspects de ma vie. Et donc, dans la maison, ça pose problème. Donc, ça a été un vrai soulagement de me dire, j'ai pas fait exprès. En fait, je suis pas euh, désorganisée à ce point-là de manière intentionnelle. Je fais pas exprès d'être comme ça. Mais en fait, ça a mis en lumière beaucoup de comportements que j'ai eus que je comprenais pas trop, qui paraissaient bizarres. Je vais te donner un exemple. Parce que c'est ça hein, on réalise pas. Quand j'avais 20 et quelques années, allez, 25 ans, j'avais une voiture, une petite Clio que j'avais achetée 5 ans avant et voilà, qui avait 200 000 bornes, je pense, qu'un jour j'ai garé quelque part et qui n'a pas redémarré. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai laissée des semaines et des semaines sans appeler un garage pour venir m'aider, sans oser aller voir où elle était.
Et quand je dis des semaines et des semaines, je dirais, devrais être plus honnête, des mois et des mois et des mois, jusqu'à ce que la fourrière m'appelle pour me dire qu'il l'avait récupérée. Je n'osais même pas aller voir la rue où elle était et je ne Quoi? pouvais pas appeler. Je n'étais pas capable d'appeler. Tu vois, Et t'avais honte de ça? C'est ce qui générait le fait que ah tu oui. procrastines sur ça. J'étais dans la procrastination et surtout, j'étais incapable d'enclencher la démarche administrative de me faire aider, en fait. Vraiment incapable. Et je ne savais pas demander de l'aide, enfin, à qui demander de l'aide. Et il n'y a que quand j'ai rencontré mon mari, donc c'est il y a plus de 10 ans, que là, il m'a dit, mais mais t'es une grande malade, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais c'est trop facile. Je fais tac, 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 t'appelles. Je dis, comment ça, c'est trop facile? C'est pas du tout facile. Et donc, il a appelé la fourrière et dis-toi que j'ai dû payer 700 euros pour ne jamais récupérer cette voiture qui est restée à la carcasse. J'ai perdu un fric fou et je roulais pas du tout sur l'or à cette époque. Enfin, tu vois, parce que parfois, Oui, on ouais, ouais. dit qu'on peut se permettre ça parce on a de l'argent. Ce qui est vrai aujourd'hui pour moi, je suis dans une situation financière confortable, donc ça n'aurait pas un impact énorme. Mais enfin, à l'époque, c'était une catastrophe pour moi. J'ai eu des rattrapages d'impôts monstrueux. Et j'ai compris aujourd'hui que je ne suis pas la seule. Non, c'est vrai. Et puis il y a une véritable angoisse autour de l'administratif qui est quand même assez lourd en France aussi. Donc ça aide pas pour les personnes TDAH non plus. Tu sais Oui. que Catherine Testa, que j'ai eu dans le podcast également, qui a un TDAH, a sorti un livre TDAH et alors. Et dans l'épisode qu'on a enregistré, elle disait justement que il y avait des choses dont elle avait honte et dont maintenant elle parle. C'est comme par exemple, elle a donné cette anecdote de se relever pour se laver les dents le soir. Et elle n'osait pas dire que niveau hygiène, elle correspondait pas à ce qui était attendu parce que justement, et pendant très longtemps, elle en avait honte. Elle disait mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Je suis sale, je suis pas normale. Alors qu'en fait, c'est juste que c'était trop compliqué de passer à l'action, juste de se lever pour aller se brosser les dents, quoi. Et donc, il y avait des choses comme ça. Elle disait, du coup, la santé des personnes TDAH, c'est compliqué parce qu'après, ils osent pas aller voir le dentiste ou le médecin pour justement dire que ça va pas, parce qu'ils savent un peu, genre, ils se disent que c'est leur faute, ils ont honte, enfin, tu vois. Il y a des choses comme ça. Je vois que ça te parle. Oh bah, ça j'en ai pas honte parce que j'ai toujours assumé le fait que je suis un peu une grasse-pouille et que je suis pas. je- j'ai aucun souci avec ça, tu vois. Oui, ok, j'ai été à la télé, j'ai fait des trucs où on présente une image de soi qui est parfaite et je pense qu'à un moment, j'étais un peu. C'était trop pour moi. Mais moi, je suis une vraie route, hein, franchement, j'ai pas de souci avec ça. Je me tâche tout le temps. je- je- J'ai appris à me laver les mains après les toilettes. Je suis désolée de dire ça parce que C'est mon OK. mari un grand maniaque, tu vois, et qui m'a dit, mais comment ça, tu te laves pas les mains? Alors là, par contre, je peux tirer un peu sur mes parents, hein, qui, eux, ne m'ont jamais appris à le faire. Donc ça vient quand même de là, d'un petit peu de mon éducation, et de me dire, ah, comment ça, faut se laver les mains après être allé aux toilettes? Bah oui, c'est la base, ou avant d'aller manger. Ah bon, non, moi j'ai jamais fait ça. Clairement, mon mari qui peut se doucher 2 fois par jour parce que lui, c'est Ah un ouais. malade de l'hygiène. Moi, mes filles, si elles prennent un bain toutes les semaines, c'est pas grave. Alors là, ça ne marche pas du tout avec mon mari, ça. On n'est pas du tout câblés de la même manière sur l'hygiène. Alors, tu m'amènes sur ce sujet. D'après toi, quelles sont les conséquences de tes atypies que tu comprends peut-être maintenant sur ta vie personnelle, que ce soit en couple ou dans ta vie de maman aussi? Quel exemple Mais tu... c'est pour ça que je te dis que pour moi, le TDAH, c'est ce qui a eu le plus gros impact dans la découverte. Bon, la haute sensibilité, voilà, ça peut se gérer, j'entends, hein, mais le HPI, c'est plutôt valorisant, même si j'ai bien compris que les femmes ont du mal à assumer ça, mais moi, je trouve que c'est quand même assez valorisant. Surtout parce que j'ai été dans un milieu d'hommes pendant des années où on m'a plutôt étiquetée comme la blonde aux yeux verts et qui est là que parce qu'elle est plutôt jolie, on va dire, et on n'a jamais valorisé mon intelligence. Donc en fait, quand j'ai eu ce diagnostic de HP, j'étais ah, ok. En Ah, fait, bande de connards, non, je rigole, mais il y avait une raison pour laquelle en ouais. fait j'ai réussi dans ma carrière. C'était pas que parce que je suis blonde et bon bref. Donc tu vois, ça m'a validé quand même sur certaines choses et le TDAH, ça a expliqué toutes les problématiques de ma vie perso quand même. J'ai du mal à répondre, enfin je pense à 1000 trucs, donc je réponds jamais aux textos comme il faut, dans l'ordre qu'il faut. Enfin, ça, je sais que ça a un impact sur la vie amicale. Hmm. Euh, je dis des choses un peu de manière brute, je pense, impulsif. Ça a eu, par exemple, une de mes meilleures amies qui est très soigneuse comparée à moi, la pauvre. Mais quand on était ado ou jeune adulte, elle me prêtait des fringues, franchement, j'y faisais pas attention. Ouais. Mais parce que ça n'a aucune importance pour moi et que je ne suis pas câblée comme ça. Et elle, c'était vraiment un affront. Il y a eu des fois, on ne s'est plus parlé pendant longtemps à cause de ça, mais je me rendais pas compte à quel point c'était problématique pour elle. Ouais.
ado ou jeune adulte, on a du mal à se décentrer, on va pas se mentir. Donc, j'étais pas du tout dans la compréhension que c'était anormal d'être comme moi. Et enfin, j'ai mis plein d'exemples qui font que ça a pesé. Je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré, parce que de comprendre que ma désorganisation ou le fait que je commence un truc, j'en mets partout. Franchement, je pourrais faire une vidéo de tous les trucs dans ma maison que j'ai commencé. Ah, tu Ça, devrais, tu devrais. Ça enlève c'est souvent, vraiment drôle. tu sais, ce côté de je me prépare une tasse, puis je la pose parce que je vois le linge, puis en fait, du coup, je prends le linge et dépasse, et puis là, le téléphone sonne, et au final, en fin de journée, tu as la tasse qui est déjà, enfin, qui est froide du coup, le linge qui est pas rangé, et puis on le voit souvent, il y a des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, et effectivement, ça, c'est du TDAH, et souvent, les gens me disent, mais tout le monde n'est pas comme ça, je suis absolument pas, mais genre, absolument pas. Il y a plein de gens qui sont pas comme ça, en fait. Ah, mais Donc, moi, je croyais que tout le monde était comme ça. non, tu le vois bien en Mm. vivant. Bah, tu vois tes amis, tu vois ton conjoint, tu te rends compte. Oui, bah, mon mari, on va dire, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai quand même évolué dans un milieu professionnel où potentiellement il y a Il y beaucoup a de beaucoup de TDAH. TDAH. Et Tu ça, vois? c'est un vrai biais. C'est que souvent, on s'attire les atypiques et en fait, on est tous dans nos bulles à nous. Et donc, forcément, on a tendance à banaliser ça alors que absolument pas. Donc, tu vois, je pense que j'ai quand même, il y a des choses sur lesquelles j'avais moins le regard à me dire, ah, quand même, c'est pas normal. Si, j'aurais bien mes meilleures potes, elles sont hyper organisées, Organisé, elles se foutent de voilà. ma gueule tout le temps. Évidemment que je sais, mais je me suis toujours dit, bon, bah, c'est mon trait de caractère, je suis comme ça, je sais pas faire. Mais sur plein d'autres choses, j'étais quand même très influencée par mon milieu pro parce que moi, je suis quand même journaliste. C'est pas, je suis journaliste à écrire des dépêches sur l'ordinateur. On est journaliste de terrain, donc on est tout le temps en déplacement. J'étais tout le temps dans des avions, dans des trains, dans des hôtels. On est En fait, dans tu es une ville. spécialisé dans le sport. Donc, dans le sport, il y a beaucoup Et alors, le de gens sport, tu TDAH. rajoutes, c'est un Mm. endroit, c'est un temple pour les TDAH. Ouais, c'est Tu vois, ça. enfin, j'ai cumulé beaucoup de critères qui font qu'en fait, Mm. tu es un peu entouré de gens qui sont impulsifs, Mm. qui sont euh, désorganisés, mais c'est-à-dire qui procrastinent et qui, je pense aussi, hein, moi, dans mes anciens collègues, j'en vois qui sont, à mon avis, et HPI et TDAH, qui font tout à dernière minute et qui s'en sortent. T'es là, tu les regardes, ok. Mais en fait, je fais pareil qu'eux. Donc, Mm. et la procrastination, ouais, je pense que c'est une des choses qui a été le plus impactant dans ma découverte. C'est-à-dire, ok, si je fonctionne comme ça, bon, la neuropsy me l'a expliqué, elle m'a dit, vous pouvez faire ça parce que vous êtes intelligente, que vous avez les capacités cognitives pour vous en sortir sans souci. Sinon, ça aurait été beaucoup plus complexe pour Exactement. vous de procrastiner. Au final, ça n'a eu aucun impact. Et c'est Mm. vrai, vraiment, j'ai eu aucune difficulté à l'école. Ce n'était pas un souci. Et quand je dis que je ne faisais pas mes devoirs, je ne mens pas, hein. Alors, du coup, C'était c'est quoi tes potentiels? À ton avis, qu'est-ce que tu as su potentialiser pour compenser ça et avoir aujourd'hui la carrière extraordinaire que tu as? bah, je suis quand même très à l'aise socialement et avec les gens. Donc, moi, je compensais. Alors, moi, à l'école, j'étais très douée pour. J'écoute, j'ai retenu. Ah Si oui. je relis un peu, voilà, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Si ça m'a intéressé, hein. On est tout à fait d'accord que typiquement, C'est le si ça principe du m'intéresse. TDAH. C'est Voilà. l'hyperfocalisation lorsque ça intéresse et puis le je m'en foutisme quand ça intéresse pas. Ah, j'avais zéro, non, un et demi, pas zéro, un et demi en physique. Voilà, c'est tout. Donc, Oui, c'était même pas que j'ai essayé, je ne faisais pas d'efforts. Ça m'intéressait pas. C'était écrit catastrophique sur mes jugements. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai avoir des parents hein, qui m'ont mis aucune pression sur le scolaire, qui, je pense, ont mes atypies. Hein. mm, Aujourd'hui, je me rends compte. Et donc, ils disent, de toute façon, je comprends rien, donc c'est pas grave. Enfin, voilà, il n'y avait pas de soucis particuliers à la maison. Parce que je pense que ça doit être difficile pour les enfants ouais. qui, en plus, sont stigmatisés à la maison ou qui on met la pression pour. Moi, mes parents ne regardaient jamais si je faisais mes devoirs ou pas. Du coup, j'étais jamais observée parce que ça, j'ai compris que quand on se sent observé aussi, si on a une haute sensibilité, c'est difficile. Ce que je ressens. Voilà. Et ce qui était très dur pour moi quand j'étais à la télé. Ah oui, bah tu m'étonnes. Enfin, ouais, j'ai choisi des métiers marrants quand même par rapport à ça. Mais ouais, enfin, je, je pense que ma capacité de traitement de vitesse de l'information m'a énormément aidée À pour, comprendre vite, à réagir vite. voilà. Et surtout, comment j'étais littéraire. Donc, ça m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Est-ce que tu dirais que, alors tu es à ton compte du coup, tu es Mhm. entrepreneuse, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de plutôt positif, les atypiques, quand on est à son compte? Parce qu'au final, tu as pu faire plein de choses sur plein de sujets différents, divers et variés. À ton avis, grâce à quoi? Alors avant, tu vois, je t'aurais dit non mais moi j'ai peur de rien, j'adore la sensation de me jeter dans le vide
et ne pas savoir ce qui va se passer et je m'en fous des conséquences. J'étais vachement dans je suis fière de cette caractéristique que j'ai. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était très commun au TDAH, que Mm. l'impulsivité fait ça, que nos mauvaises transmissions dans le lobe frontal font qu'on prend plus de risques. Mm. Euh, et donc, ça m'a énormément aidée parce que T'avais je moins le de temps. sais que beaucoup d'entrepreneurs ont un TDAH parce qu'on réfléchit moins aux conséquences, parce qu'on anticipe moins ce qui va se passer. Attention, à côté de ça, on est très créatif, c'est vrai, mais alors tout l'administratif, moi je suis chef d'entreprise aujourd'hui, c'est un enfer pour moi. Il y en a de plus en Délègue. plus à remplir. J'ai de l'aide, mais j'en avais pas pendant longtemps, donc voilà, j'ai eu des petits rattrapages, comme j'ai dit. Donc ça me pèse parce que lire un tableau de comptabilité, franchement, c'est Ah, difficile. Faire mes comptes, j'adore parce que c'est très concret et ça montre combien je vais gagner. Donc forcément, là, c'est intéressant. Par contre, j'ai réalisé quelque chose, c'est que j'ai jamais eu de comportement addictif dangereux. Je sais que c'est très lié au TDAH. ouais. Je ne bois pas d'alcool. Je fais très attention à mon sommeil, au moins du Ouais, moment. ouais. C'est des filles qui font moins attention à ton sommeil, mais sinon, toi, Ouais, t'es c'est ça. Mais moi, personnellement, je fais attention. Je fais énormément de sport. Donc, Mm. j'ai toujours eu une hygiène de vie très qualitative, ce qui m'a, à mon avis, sauvée sur plein d'aspects. T'as Mais rééquilibré. voilà, j'avais quand même, je mange bien, j'ai une alimentation qui n'a pas beaucoup d'inflammation, donc j'aime bien le sucre et le chocolat, on va pas se mentir, hein, mais je peux voilà, faire attention et je sais surtout l'impact que ça a sans avoir connu le TDAH avant. Donc, je pense que j'ai diminué aussi beaucoup l'ampleur de mon TDAH sur ma vie grâce à rien qu'à ça, hein, en ayant conscience de ça. Mais tu vois, je sais très bien que si tu me mets dans une file d'attente, ça m'insupporte. Quand je suis en voiture, tu ne me verras jamais prendre le rond-point et attendre tranquillement sur la file de droite. Ça, ce n'est pas possible. Et je ne comprends pas les gens qui font ça. Heureusement qu'il y en a qui le font, hein, parce que sinon, tu peux les remercier quand tu passes à côté. Mais heureusement, j'ai pas eu de comportement à risque de ce côté-là sur la conduite Ouais. parce que je sais hein, Là que aussi, ça, bien sûr, c'est indépendant. Mais bon, je suis une fille, hein, donc j'ai été élevée quand même dans une société prendre qui moins de risques. me demande de ne pas non plus être trop faux-folle. Mais tu vois, je suis partie vivre aux États-Unis, c'était un besoin à 14 ans, j'avais besoin de bouger. J'ai eu aucune crainte ou peur de partir, vraiment, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Je suis partie comme ça, je suis partie Mm. vivre en Espagne, j'ai voyagé dans le monde entier, je suis allée travailler en Afrique du Sud, au Brésil, enfin vraiment, j'ai la bougeotte. Tu vois, l'hyperactivité, je m'en rendais pas compte. Je me dis, mais moi, Mm. j'ai pas d'hyperactivité. Oui, enfin, tu t'es jamais là le week-end. Mon mari il me dit, mais tu te rends compte qu'on arrive le week-end? T'es insupportable parce qu'il faut que tout de suite on fasse des trucs le week-end. Je dis, non, mais moi, ça m'angoisse un week-end, on fait rien, on reste à la maison. Alors, j'avoue, de temps en temps, ça fait du Oh, bien, hein. bien sûr. De manière générale, je suis pas capable. Il Mm. faut que j'organise. Voilà. Est-ce que tu dirais, enfin, est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent d'avoir un diagnostic officiel ou pas forcément? Est-ce que toi, vraiment, ça t'a aidé? Et pour autant, tu n'étais pas en souffrance, je veux dire, à ce moment-là. Est-ce que pour autant, tu dirais vraiment, allez-y, ça vaut le coup? Oui, parce que je trouve que de faire le questionnaire, c'est important. Parce que ça te montre, quand tu réponds aux questions, tu dis, ah ok, si on me pose cette question, c'est qu'il y a un lien. Et je ne l'avais pas remarqué. Et aussi avoir la validation d'un professionnel qui vous dit, mais vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas Et mal remets du sens intentionné. Ouais, sur, sur vous la êtes vie. en souffrance, enfin voilà, vous avez une atypie, vous avez un trouble, vous avez quelque chose de différent et c'est malgré vous. Ce qui ne veut pas dire que ça excuse tous les comportements, Bien ce qui sûr. ne veut pas dire qu'il n'y a Tu pas peux de... rendre les affaires à ton ami en faisant attention. Exactement, exactement. Mais ça explique pourquoi j'ai été comme ça aussi. Moi, ça m'a beaucoup soulagée d'avoir quand même un ou une professionnelle de santé qui est expert là-dedans et qui te donne des guidelines, qui a un regard très bienveillant et non jugeant. Et parce que bon, le TDAH en France, faut pas en parler trop aux professionnels de santé, hein. Ouais. Mais de tout, hein, toutes les atypies, il y a un petit retard là quand même. Voilà, donc bon, ça, clairement, ça fait du bien d'être face à quelqu'un Illégitime ces questionnements. exactement, et qui apporte une réponse et qui comprend. Et alors, moi, j'avais 1000 questions, évidemment. Elle me disait, oui, quand même,
Elle dit, oui, vous pouvez faire ça, ça, ça pendant le test, et en même temps, vous me parliez, vous étiez en train de faire d'autres choses. Je lui dis, ah oui, moi. Elle dit, vous n'êtes pas angoissée ou stressée par... Parce que j'ai été testée pour l'anxiété aussi, tu vois, sur Ouais. le trouble anxieux. Donc, je n'ai pas. Mm. C'est plus le TDAH qui a amené parfois cette anxiété que je pouvais ressentir. Et surtout, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé mentale en devenant parent, en devenant mère. Ça a été vraiment quelque chose On a parlé qui a dans été... ton podcast. Si tu ensuite ton podcast, c'est des choses dont tu parles beaucoup. Mais sauf que je ne l'expliquais pas avec le TDAH et aujourd'hui, je peux l'expliquer avec le TDAH. Tu vois, j'ai interviewé Nader Perrou, je ne sais pas si tu connais, qui est un professeur suisse à Genève qui est spécialisé dans le TDAH et les femmes, qui explique beaucoup le cycle. C'est un Mm. épisode qui sort là, sur les hormones, qui parle de la grossesse, du postpartum. Donc, ça, pour moi, ça a beaucoup mis en lumière ce que j'ai vécu et pourquoi ça a été si difficile pour moi les premières années de vie de mes enfants. Aujourd'hui, ma dernière, elle a 3 ans, mais j'ai quand même eu 3 enfants en 4 ans et demi. Ouais. Pour quelqu'un qui a un TDAH, c'était beaucoup trop. C'était Mm. vraiment quelque chose qui a eu un impact, une difficulté que je comprenais pas en fait. J'ai jamais été en difficulté dans ma vie. Ah. En plus, il y a ça, c'est que tu vois, tu t'en sors toujours haut la main à faire des trucs de ouf. Alors, tu mets pas des efforts monstrueux, vraiment, je préfère le dire. Et là, bah, en fait, non, ça te retourne de devenir mère. Le château de cartes. C'est Et un peu- ouais, tout ce que tu as compensé n'est plus possible là. Mais et c'est le rôle des enfants. Et j'ai envie de dire, enfin, non mais c'est vrai, moi je vois beaucoup les atypies, tu sais, comme un exhausteur de goût. Donc c'est une Mm. intensité supplémentaire. Donc déjà la maternité, bah, toi-même tu sais, avec tout ce que tu expliques sur la matrescence, c'est quand même bouleversant. Mais si tu rajoutes les atypies, c'est une intensité. Tu rajoutes en plus le manque de sommeil, c'est une intensité. Tu rajoutes les hormones, c'est une intensité. Bref, tout ça fait qu'effectivement, à un moment donné, quand il y avait peut-être des bases pas assez suffisamment solides, ça peut s'effondrer, ouais. Au premier enfant, ça a été ma première fille. Enfin, voilà, j'ai été très Trop facile bouleversée. la première. Mais on va dire que j'ai géré en tout cas ça. Et elle avait un sommeil, bon, comme tous les petits au début, les premiers mois, c'est complexe, mais ça s'est assez vite résorbé quand même. Euh, à mon deuxième enfant, on était en plus en pleine pandémie, donc il y a beaucoup de choses Mhm. qui ont joué hein, en même Connu ça. temps. Et ma deuxième fille, elle n'a pas dormi jusque-là il y a un mois et demi. Et elle a 4 ans et demi. Ouais, Donc il mais le s'est mien passé. aussi de 3 ans, regarde, il dort toujours. Voilà. Ben, j'ai eu 2 enfants dans cette période-là, avec un enfant et une enfant qui s'est réveillée toutes les demi-heures pendant une année au moins. J'ai Toutes les connu. demi-heures. Et moi, j'ai cru mourir en fait. C'est J'étais. dur. Le manque de Et tu sommeil, vois, c'est... cette explosion, parce qu'il y a ça dans le TDAH, c'est la mauvaise gestion des émotions, c'est l'explosion, c'est. Voilà. Je pense que ça, je le contenais très bien, même si ma sœur te dira que non et que je suis assez impulsive et dure. Bon, ok. Mais j'étais pas en relation avec elle tous les jours, donc ça va. Mais avec des enfants, c'est pas possible en fait. Et tu te retrouves à hurler, à être déclenché en une seconde parce que t'as pas dormi, parce que voilà. Et tu te dis, mais qui suis-je en fait? Enfin, je Ouais. comprends pas pourquoi j'arrive pas à me réguler. La régulation émotionnelle, c'est très très dur dans l'impulsif. Enfin voilà, maintenant je le sais. Et ça, je trouve que ça m'aide beaucoup Mm. en fait, de le savoir. Merci beaucoup, Clémentine. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais dire ou une question que je n'aurais pas posée et on aurait Ouais, parce que quand je te disais que ça m'a fait regarder en bas mes enfants et en haut mes parents, notamment ma mère. Et ma mère, je pense qu'elle a un TDAH, je me trompe peut-être, hein, mais bon. Tu Je viens trouve d'en que ma parler mère, pour toi? oui, oui, bien sûr, oui, j'en ai parlé à mes parents. Ouais. Et est-ce que Euh, ça... je pense que mon père, ça l'a un peu. Mais en lui expliquant un peu les tests et tout, je pense que mon père est HPI. Euh, il dit ah ouais ça c'est moi ouais ça c'est vrai ça bah, voilà donc là d'un coup c'était un peu plus concret donc il était moins à dire ouais, ton truc à la mode un peu voilà ma mère très à l'écoute elle me dit oui tu sais de toute façon quand t'étais petite on voulait te faire sauter une classe on savait bien que t'avais des capacités différentes c'est vrai que j'avais oublié tu vois moi j'avais plus fait le lien avec tout ça parce que j'étais en maternelle et c'est moi qui avais dit non je veux pas sauter de classe je m'en fiche c'était pas et je pense que c'était la très bonne solution donc, j'ai relié des choses et ma mère, parce que forcément, il faut solliciter les parents pour faire des questionnaires, elle s'est vachement souvenue de comment je fonctionnais. Donc, même pour elle, ça lui expliquait plein de choses. Mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à ma mère, c'est que ma mère, ça fait des décennies qu'elle est très mal diagnostiquée par la psychiatrie française Mm. et que je pense que vraiment, on l'a ratée sur le TDAH et que du coup, on lui a beaucoup donné de médicaments qu'elle n'aurait jamais dû prendre.
et que ça a un vrai impact. Et je suis très en colère aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à elle, elle y peut rien. Et aujourd'hui, on est en train de, voilà, de détricoter tout ça et ça a eu beaucoup d'impact sur sa santé à elle. Et ça me met en colère parce que c'est une femme et je vois à quel point elle a été, comment dire, la médecine patriarcale française lui a fait beaucoup de mal. Mm. Faut le dire, la santé des femmes est encore aujourd'hui est mise en mal, mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas la lecture qu'on a aujourd'hui des atypies. Et souvent, bah, il y a beaucoup de HPI, de TDAH, d'autistes aussi, tu vois, qui fait partie des neuroatypies, qui ont été mal diagnostiqués, mis sous médicaments et dont ça a été une catastrophe, quoi. Ça, c'est une réalité. Beaucoup moins aujourd'hui, heureusement, mais c'est vrai que il y a eu Ah, des mais tu vois, ma maman, elle a 71 ans, donc clairement, elle est de la passée même dans génération. Donc, une génération à qui on a dit, vous êtes une femme, vous êtes angoissée, c'est comme ça, quoi. c'est ça. Donc prenez des pilules, là, voilà, prenez des petits cachets. Et ça c'est dur parce que c'est aussi, on pourra en discuter beaucoup avec elle, de cet abandon de son corps envers la médecine. C'est-à-dire que elle ne sait rien, ce sont les médecins hommes. Alors elle a en plus toujours choisi des médecins hommes d'une certaine génération. Donc elle n'a pas en plus été confrontée à des gens qui auraient pu la challenger et dire, ben non, vous avez du pouvoir, vous êtes capable de guérir, vous pouvez ne pas être en dépression toute votre vie, enfin voilà, c'est possible. Donc c'est pour ça que quand je t'ai dit tout à l'heure que c'est ce qui aura le plus gros impact, je pense, dans ma vie, c'est que moi, j'ai géré quand même plein de choses bien et que je m'en suis très bien sortie. Mais je pense que ça va beaucoup aider ma mère et que ça va aider mes filles. Parce qu'aujourd'hui, je saurais être attentive et mettre les conditions euh, les plus propices pour gérer en fonction de si elles en ont ou pas des atypies et ne pas... Bon, vraiment, j'ai été élevée par des parents qui ont été super au niveau scolaire, donc j'ai pas eu de gêne. Mais ça va m'aider pour les accompagner au mieux. Et c'est vrai que ma fille, dont j'ai du mal à comprendre le mode d'emploi, bah, c'est dur, hein, c'est challengeant. Et Ouais. heureusement que je suis très renseignée parce que je me dis sinon, ça doit être un sacré parcours du combattant pour arriver à aider ces enfants-là, quoi. Voici donc une deuxième bonne raison aussi d'aller voir un professionnel. C'est parce que ça nous permet aussi peut-être de reconstruire des liens. Parce que je me dis là, tu as l'air d'avoir une bonne relation avec ta mère, mais peut-être qu'avec d'autres personnes, c'est pas le cas. Parce que ça peut être des parents défaillants, avec des atypies qui n'ont pas compris, avec des médicaments qui ont changé aussi leur personnalité. Et du coup, ça peut permettre aussi de remettre du sens dans ce qu'on a vécu, dans les liens, et donc peut-être recréer un lien intergénérationnel, comme tu dis, d'en haut et d'en bas, pour mieux comprendre en fait ce qu'on n'a pas pu voir parce qu'on était enfant. Hmm. Non, t'as tellement raison. Et vraiment, je continue de dire que je pense que c'est ce qui aura le plus d'impact, en haut et en bas, tu vois. Eh ben, merci d'avoir cassé le cycle. Tu sais, il y a un peu cette image, tu sais, souvent je vois cette image de les allumettes qui s'enflamment et il y en a une qu'on retire pour éviter que les autres s'enflamment. Hmm. Donc, merci à toi d'avoir osé casser le cycle. Écoute, merci aux influenceuses américaines que je suis. Comme quoi, l'influence, on critique, mais ça a du bon. Et c'est Hein. sûr, je sais très bien que d'en parler sur les réseaux sociaux fait qu'il y en a, ils disent, ah, mais attends, mais moi, ça se trouve, évidemment, heureusement que ça a cet impact-là. Bah, c'est un peu ce Que- qu'on fait toi et moi dans nos sujets, de toute façon. Bien sûr, On ouvre des voies, après, hein, chacun les emprunte ou pas. c'est vrai, t'as raison. Et Merci. alors, par contre, moi, j'ai une question pour toi. Ah, vas-y. Pourquoi les femmes ont du mal à accepter qu'elles ont un HPI ou un THPI? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'effectivement, l'intelligence n'est pas conjuguée au féminin dans nos sociétés patriarcales. C'est que c'est pas une femme n'a pas à être intelligente. C'est pas son rôle dans la société. Je grossis un peu le trait, mais t'as compris. Et aussi parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de témoignages qui le disent. Il y a beaucoup de femmes, une fois dans un couple hétérosexuel, hein, je tiens bien à le dire, hétérosexuel bien normé là, qu'elles voient qu'elles sont HPI, qu'elles le disent, eh bien, surtout célibataire. L'homme s'en va. Et moi, j'ai beaucoup accompagné en qualité de médiatrice familiale, tu vois, des femmes qui le disent et où les hommes ou le disent directement en disant c'est pas celle que j'ai épousée, soit disant passant, ça m'intéresse plus. Ou bien qu'ils le disent de manière un peu détournée, genre depuis qu'elle sait qu'elle est HPI, elle a changé. Ce qui est possible, parce qu'une fois que tu sais, t'assumes davantage, c'est un peu, tu sais, comme ces femmes qui elles savent pas qu'elles sont enceintes, ou une fois qu'elles sont enceintes, t'as le ventre qui sort. Tu vois, c'est un peu ça aussi. Tu vois, elles osent davantage, donc ça gêne. Le couple n'était pas créé sur ces rôles-là, donc ça peut effectivement déstabiliser aussi bah, le couple.
Et puis, il y a encore autre chose, c'est que souvent, les femmes qui savent pas qu'elles sont HPI, elles sont dans l'inhibition intellectuelle. Il y a un terme que ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est par des psychologues. On appelle ça de l'anorexie intellectuelle. Et je trouve que la symbolique est hyper intéressante parce que d'ailleurs, beaucoup de femmes HPI qui ignorent qu'elles sont HPI ont souvent des troubles alimentaires. Alors que Mm. souvent, le fait de connaître ces atypies soigne. Alors, je dis pas que c'est magique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se crée aussi avec l'alimentation. C'est-à-dire, j'accepte de me nourrir aussi. C'est vraiment ça. Et donc, à ce moment-là, forcément, c'est un peu comme bah, tu vois, elles ouvrent leurs ailes et donc certaines, elles savent que ça va tout changer. En fait, ce qui est incroyable avec chez les femmes HPI, c'est que elles savent très bien en général comment ça peut déstabiliser leur couple, leur relation, leur vie. Et là, il y a une question qu'on se pose toutes consciemment ou inconsciemment, c'est est-ce que ça en vaut le coup? Mm. Certaines, effectivement, de manière inconsciente, mais consciente quand même, il faut bien le dire, tu vois, quand je travaille avec elles, on voit en gratouillant que c'est quand même consciente. Et c'est OK, c'est ce que je dis toujours, tu as le droit de faire ce choix-là actuellement. Est-ce que c'est le meilleur pour toi? Je sais pas, personne ne peut te dire. Mais peut-être qu'actuellement, si tu l'as fait, c'est qu'il y avait du sens pour toi de dire non, en fait, je me sens pas de tout déstabiliser dans ma vie parce que j'ai trop peur des conséquences. Alors, ce qui est intéressant, et je rassure tout le monde si quelqu'un m'écoute, c'est que non, on fout pas tout en l'air. J'ai jamais vu de femme qui découvre HPI qui fout tout en l'air dans sa vie, genre qui quitte mari, enfant, au travail pour aller, je sais pas, à l'autre bout du monde. Non, j'ai jamais vu, pas du tout. Par contre, c'est vrai que découvrir ça, c'est très déstabilisant. Alors que la sensibilité, tu vois, c'est au contraire. Les femmes qui se disent hypersensibles, oui, parce que dans cette société, justement, c'est bien vu une femme sensible, alors que c'est souvent les hommes qui refusent de voir ce côté hypersensible, et qui est différent aussi, qui est très genré. Là encore, et eux, justement, ça les déstabilise parce que dans notre société, on voit, déjà le terme a été mal traduit parce que c'est highly sensitive person, hypersensibilité, t'as le côté hyper, donc consonance négative, t'es trop, donc inévitablement, ça vient vers vulnérabilité, fragilité, faiblesse. Ce qui n'est absolument pas masculin, je mets ça entre gros guillemets pour ceux qui voient pas, dans une société genrée. Mais voilà pourquoi, malheureusement, encore aujourd'hui, on a aussi beaucoup de préjugés sur certaines atypies, notamment HPI scientifique, l'homme scientifique qui réussit tout, tu sais, qui est capable de, je sais pas moi, de te citer 100 chiffres derrière la virgule pi. Alors que ça, c'est plus de l'autisme que du HPI, c'est plutôt du THPI avec de Mm. l'autisme parfois. Bref, voilà. Mais les médias ne nous aident pas non plus, tu vois, à mettre en avant justement ça. Donc, je te remercie pour ta présence. Parce que tu as mis, ben voilà, ça permet de visualiser une femme HPI, TDAH, autrement que ce qu'on pourrait voir. Oui, et surtout, franchement, moi, j'ai jamais eu de souci à assumer ça, mais j'en parle moins juste parce que j'ai l'impression que ça a moins d'impact dans ma vie qu'un TDAH, tu vois. Ah, on pourrait en parler. Mais alors là, on en aura encore pour une heure. Mais on pourra en Non, parler. non, mais parce que voilà, on va dire que c'est plus valorisant, ça m'a plus aidé Non, mais c'est que vrai. Tu as raison. l'inverse. Tu as raison, totalement. C'est C'est pas moins considéré comme un problématique pour trouble. moi, donc... Et c'est vrai. Par Mais contre, socialement, j'ai souvent entendu quand même que j'étais trop, tu vois. en fait, alors, c'est un peu compliqué de voir est-ce que c'est lié au HPI, au TDAH, parce que moi, je parle de couleur d'atypie dans le sens, effectivement, les atypies nous colorent, mais c'est-à-dire une autre femme HPI, TDAH ne sera peut-être pas du tout comme toi et n'aura peut-être rien à voir, en fait, parce que c'est aussi coloré avec ben, notre expérience de vie, l'éducation qu'on a eue, la culture, on en a parlé, les gens que tu fréquentes aussi, parce que toi, tu es entouré de personnes un peu comme ça, mais peut-être que d'autres personnes pas du tout, donc ça aussi, c'est totalement différent. Par contre, le HPI, ça peut déclencher, tu vois, par exemple, ta vitesse cérébrale, ça, c'est du HPI. Le fait qu'il y Mm. a une vitesse de traitement. Qu'est-ce que ça va générer? Ça peut générer des complications, notamment dans les communications. Moi, par exemple, je parle très vite. Donc, il y a des gens, je les stresse. Voilà, et j'y peux rien. Je sais que ma propre mère, par exemple, je dois parler comme un magnétophone. Et moi, c'est horrible, mais sinon, je la stresse, tu vois. Donc ça a toujours été un peu crispant pour elle, pour moi comme pour elle, tu vois. Mais c'est des trucs comme ça. Ou bien, c'est le fameux, mais la métacognition, qui est compliqué chez l'HPI, dans le sens où, par exemple, quand tu vas, tu sais, développer une idée. Toi, tu vas passer du point A au point Z en une fraction de seconde, là où l'autre, il a besoin de déployer tout l'alphabet. Toi, ça t'emmerde parce que tu sais ce qu'il y a entre les deux, donc tu vas très vite du A au Z, là où effectivement, une autre personne, ben, et même dans l'écoute, c'est-à-dire que tu sais ce qu'elle veut dire, tu vois très bien où est-ce qu'elle veut venir, donc tu vas répondre, et ça, dans une communication, notamment dans un couple ou dans une amitié, ça peut être très problématique parce que l'autre a besoin aussi de s'exprimer, de s'entendre dire certaines choses, et toi, tu attends. Parce que t'as pas le choix d'attendre. Et toi, si tu rajoutes en plus l'impulsivité du TDAH, tu auras tendance, et tu me l'avais dit, à couper la parole. Ça, c'est assez effectivement cliché, si je puis dire. Parce que d'une part, tu sais ce qu'il veut dire, tu as déjà analysé ça, tu sais très bien ce que tu vas répondre, tu connais la fin de la conversation. En fait, toi, t'aimerais arriver à une heure après de où on en est. Bon, écoute, on met ça en place.
Sauf que la personne, elle n'est pas du tout là. Et en plus, tu peux pas t'empêcher d'y aller parce que tu as l'impulsivité. Donc, l'autre, elle se sent agressée, en fait. Elle n'a pas le temps d'y réfléchir. Elle n'a pas le temps, tu vois, d'assimiler certaines choses et d'en parler et de l'exprimer que toi, tu lui apportes une solution. C'est insupportable, en fait. Et ça peut être compliqué. Et tu vois, ça, c'est lié au HPI parce qu'il y a une vitesse comme ça. C'est comme ces enfants qui donnent une réponse, tu sais, et quand on leur explique, mais comment t'as fait pour avoir cette réponse? Ils disent, ben, je sais pas. Et du coup, on peut penser qu'ils ont triché. Mais ça reste en grandissant, en fait. Mhm. Et c'est ce qu'on appelle la Ouais. fameuse intuition. Alors moi, j'ai un côté un peu scientifique qui ressort sur ça. Pour moi, l'intuition, c'est justement une rapidité d'analyse, d'observation, tu sais, qui mixe tout ça. Après, chacun peut y voir ce qu'il veut, bien sûr. Je laisse tout le monde avoir ses croyances. Mais du coup, avec le l'HPI, notamment le THPI, plus c'est rapide et plus l'intuition. Et par exemple, en entreprise, pourquoi toi, tu vas apporter une solution à une réunion qui va durer 3 heures, ça va être insupportable. Tu vas dire, OK, on a dit ça, on va faire ça, ta, ta, ta. C'est pas possible. Et donc, tu peux avoir ce qu'on appelle le syndrome de Cassandre. Ça vient de la mythologie Cassandre. Tu sais, tu connais un peu la... Ouais, je connais, C'est-à-dire que ouais. tu vas voir ce qui va se passer avant que ça arrive. Tu vas essayer d'expliquer aux gens, mais personne va te croire. Tout le monde va Ben, trouver que, ben, en gros, t'es un peu la chieuse parce que t'es jamais contente, parce que t'amènes autre chose. Et ça peut générer ben, un côté où je me renferme sur moi. Maintenant, je dis plus rien. J'ai bien compris que ça servait à rien. Sans compter aussi tous les problématiques de rivalité et de jalousie entre femmes, même si on essaye de mettre en place la sororité, tu vois, j'y crois. Mais ça peut être compliqué, surtout que tu es une jolie femme. Donc, jolie femme, intelligente, ça peut être compliqué pour avoir des amitiés féminines. Et souvent, moi, j'ai beaucoup de femmes qui me le disent. J'ai du mal à avoir des amies femmes, j'aimerais, mais je vois bien qu'à un moment donné, bah, le fait que je réussisse tout, bah, ça les emmerde. moi, j'ai Voilà. beaucoup de chance. J'ai des amis incroyables depuis le lycée, le collège, et j'ai gardé ces amitiés-là. Par contre, dans mon milieu, j'ai eu des amitiés qui se sont vraiment... dès que j'ai fait de l'ombre ou que ça allait pas, ça Mm. s'est étiolé clairement. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que oui, ça me gêne dans mon couple. C'est-à-dire que j'ai une vitesse de traitement, je comprends tout très vite, je lis très très vite, je lis plein de choses tout le temps. Je suis tout le temps en train... Il y a une curiosité naturelle qui est là. Surtout en plus avec mon métier, laisse tomber, c'est fois 1000. Et je pense que pour mon mec, des fois, c'est insupportable. C'est Bah trop oui. fatigant parce qu'il comprend ce que je lui dis, mais il met tellement plus de temps à intégrer, alors que moi, je suis là, mais... Et, j'entends tout à fait, hein. Je pense que j'ai été élevée par un père comme ça. Donc, je vois à quel point c'est agaçant. Mais je sais que je suis comme ça. Et c'est vrai que t'as raison. On coupe la parole parce qu'on sait très bien ce que les gens vont dire. Parce que j'aime pas les gens lents. J'ai du mal. Ma mère est très lente parce que ma mère, je pense qu'elle a un TDAH dans l'inattention. Elle, tu vois, elle est complètement à l'ouest. Mais ça, pour moi, c'est très dur. Moi, c'est bim, bam, bam, ça va, ok, on fait ça, on va là. Voilà, c'est aussi pour ça que je m'en sors très bien dans ma vie pro et que je pense que j'ai quand même du succès. C'est que j'arrive à voir très vite plus loin. Alors que franchement, je me mets des bâtons dans les roues avec 3 enfants qui dorment pas. Ah non, mais je pourrais faire un podcast de 10 heures si tu veux, si tu m'interroges sur le sommeil des enfants. Moi, j'ai 4 enfants qui n'ont jamais dormi, ça a été compliqué. Ouais, ils Ah, grandissent et ça va mieux, mais je connais pas le bébé, tu sais, que tu poses, qui dort, que j'ai qui jamais... sont c'est quoi ces enfants Mais licornes? ça existe, il paraît que ça existe. J'ai une amie qui a un phénomène comme ça, moi je trouve ça incroyable. Donc ça existe, pas que dans les livres. Ces enfants ne nous ont pas choisis. Non, mais en même temps, vu les parents. Mais exactement, exactement. Encore que moi, on m'a toujours dit que je dormais très bien, mais bon, j'ai des doutes sur comment je dormais à l'époque. On n'accompagnait pas le sommeil de la même manière. Non, hein? Mais oui, c'est sûr que ça pose des problématiques. Après, je pense aussi quand même que je suis entourée par des gens très intelligents et ou qui ont un Mhm. peu un TDAH, malgré tout dans mes amis plus jeunes. Mais tu l'as dit, ta force, ça a été le social, et donc je pense que c'est pour ça que tu t'es bien entourée dès le départ. J'adore, j'aime les gens. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a ça, j'aime ça joue, hein. Et j'ai pas de spectre autistique et je sais très bien que ça peut jouer dans la relation aux autres. Euh, donc, je me nourris des gens. Et de toute façon, si je fais un podcast pour faire parler les gens, c'est que je me nourris de ça, tu vois. Pas d'anorexie intellectuelle, allez-y, donnez-moi à manger, j'accepte tout. C'est ce que m'a dit la psy. Elle me dit, vous avez aussi pas eu de difficultés dans votre vie professionnelle parce que vous avez très bien choisi votre voie, parce que vos parents Exactement. vous ont laissé choisir quelque chose qui Mm. correspond tout à fait à votre profil. Donc, Mm. j'ai pas été empêchée dans mes ambitions déjà. Mes parents m'ont toujours valorisée, m'ont dit que c'était possible et je me suis éclatée dans ce que je faisais. Et donc, ça m'a pas, enfin, au contraire, tout ce que j'ai m'a aidé à avoir une carrière assez incroyable. Et tu vois, on parlait de ça, quand même, le TDAH, c'est une créativité et une façon de penser qui est différente, ça je l'ai bien compris. Et je me pensais pas créative et maintenant j'ai compris que je Ouais. suis créative.
Ouais. J'aurais jamais pensé que j'étais Oui, on créative. a l'idée de la créativité, soit de la C'est peinture, grave. des choses un peu artistiques comme ça, alors qu'en fait, il y a plein de manières d'être créatif, comme ceux qui organisent des voyages, ils savent super bien faire. Le fait, toi, de devoir quand même, malgré tout, t'organiser avec tout ce que tu fais, et tout ce que tu es en train de faire, et toutes les idées, je pense, qui t'arrivent pour ton business et tout, bah, c'est de la créativité aussi. Le fait de trouver des solutions à des enfants qui dorment pas, parce que je suis sûre que comme moi, tu as essayé plein de trucs, bah, c'est aussi de la créativité. Donc, oui, on n'y pense pas, mais c'est aussi de la créativité, clairement. Non, clairement. Et donc ça, c'est valorisant aussi, de se dire, ok, tu vois, comme toi, je pense, je m'informe énormément de ce qui se passe aux US parce que, mine Mm. de rien, c'est beaucoup plus étudié, tout ça. Les études scientifiques sont en anglais, viennent des grandes universités Ouais. américaines. Et je le sais que dans le monde du travail, aujourd'hui, on recherche les gens avec un TDAH parce Oui, que il y a ils des ont une managers à profil créativité. atypique spécialisés dans Et les grandes boîtes, ouais. on a moins ça en France quand même, clairement. Enfin, en tout cas, on le valorise pas de la même manière. Donc, je vois bien que si je peux être chef d'entreprise et bien gagner ma vie, parce qu'il y a ça aussi quand même on vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut créer de l'argent, donc il faut créer de la valeur, donc il faut savoir se vendre, il faut être sécure, voilà. Et je sais aussi que les TDAH ont normalement des gros problèmes avec l'argent, dépenses à tout va ou font Ouais, pas il y en a attention ou beaucoup. des achats impulsifs. Je pense que j'ai un petit peu une partie comme ça, on va pas se mentir, hein, mais j'ai jamais fait trop de conneries à part les impôts parce que c'est de l'administratif et que ça pénalise. Mais ça aussi, on peut en parler pendant des heures. Tu vois, l'argent, le rapport à l'argent, Mais tu sais le- pas quoi? Je te réinvite et on refera un podcast parce que je pense qu'il y a trop de sujets qu'on a à dire et on arrive à la fin de ce podcast et c'était tellement riche. Mais voilà, si vous voulez de nouveau un autre podcast avec Clément, vous dites ça en commentaire. Vous laissez un commentaire, vous laissez un avis et je te réinvite pour parler de tout ça. Avec grand plaisir. Mais merci, hein, franchement, merci. En fait, c'est trop agréable de parler de ça avec des gens qui comprennent ce que c'est déjà, qui le vivent. Et en fait, de verbaliser, mettre des mots et se penser de cette manière-là, ça fait pas longtemps que je le fais, donc Mm. ça me fait du bien. Ah ouais, Merci. je suis contente. Merci à toi alors. Merci beaucoup à toi.